participer à ce niveau. Il y a une baille aussi du côté de Malika, il y a les environs, transiter par cette route des Niayes, bien que centre Jacques Chirac, il y a échanger de les PHP, Foflé, ça ralentit à l'entrée du marché de Tiaroy, tu peux faire aussi d'autres, maintenant progresser sur cette route des Niayes, où tu es Kotaf, ou le Bokatali, qui viennent de d'autres aussi de progresser, où tu es le tribunal de Pékin, vous avez le choix à droite que au Canada, où tu es les Chazis, voilà, beaucoup de axes liés qui technopole, où tu es le rond-point Cameroun, là-bas aussi, des ralentissements sont annotés pour le véhicule aussi du côté de Pékin aussi, nous devons transiter par là, où tu es les échangeurs de technopole, par là-bas, nous devons faire mais si on peut passer, même progresser, où tu es le rond-point Cameroun, là-bas aussi, ça se complique à ce niveau, Mamba Ndiaye. C'était Trafic News. Merci à vous, Abadiata, que nous allons retrouver dans une quinzaine de minutes l'actualité que nous démarrons avec le syndicat national de l'éducation et de la formation qui demande à l'État de fixer les salaires des enseignants de 450 000 à 650 000 selon les grades et les corps. Pour le secrétaire général du dit syndicat, hormis l'aspect financier, beaucoup de choses restent à corriger dans le droit des enfants. Il menace de ne pas retourner donc dans les classes si l'État n'envisage pas de sauver l'école de façon durable. Abdoulaye Diaw, secrétaire général du syndicat, que nous écoutons avec Fatla Mbediop. 9 milliards ou 99 milliards qu'il a annoncé, c'est annuel, avec le nombre d'enseignants aussi important. Proposer une augmentation de salaire qui varie entre 450 000 francs à 650 000 francs pour tous les corps du système éducatif. Une augmentation de 50% des indemnités de fonction. Imposer à l'État du Sénégal de renforcer le droit à l'éducation des enfants. L'enfant, son milieu, c'est l'école et non à la rue. Le rôle que l'État veut jouer actuellement, c'est pour diviser la population et les enseignants. Un appel de revoir leur copie et de régler tous les problèmes de l'école sénégalaise. Sinon, nous ne sommes pas prêts à retourner dans les classes. Et nous parlons à présent des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Les routiers sénégalais en ordre de bataille pour la réouverture des frontières. Des pertes énormes enregistrées depuis la fermeture de la frontière avec le Mali. Les transporteurs sénégalais craignent une rupture des échanges commerciaux avec le Mali. Ils ont fait face à la presse hier à Thiès. Les détails avec Pierre Claverpouille Mbaital-Roma. Les conséquences de cette fermeture de frontières sont énormes. Les pertes sont inestimables, selon un porte-parole de ces transporteurs. Essayer de montrer une situation très difficile qu'on est en train de vivre. Le moment où la CEDEAO a pris la décision, ces chauffeurs qui sont là-bas, qui n'ont rien à manger et qui en souffrent, qui sont des pères de famille, nous demandons à l'État pour que les camions qui sont entre l'usine et la frontière puissent traverser la frontière et aller décharger la marchandise. Parce que n'oubliez pas, la marchandise qui est au niveau des camions, des marchandises qui est déjà chargée. Si cette marchandise fait quand même un peu de temps, il peut être périmé. Autre crainte exprimée, c'est de perdre les relations avec le Mali. Le Mali, c'est un peuple frère. Moi qui parle là, au moment où ils ont pris la décision, j'étais au Mali, j'étais bloqué là-bas. Pourquoi cela? C'est parce qu'on est un peuple frère. Si ce n'est pas un peuple frère, je n'allais pas me trouver à cet instant même au Mali. J'étais obligé de passer par la Mauritanie pour rentrer chez moi. Par exemple, on a la malchance que le Mali noue des relations avec peut-être la Mauritanie ou bien la Guinée-Conakry. Nous sommes foutus. Combien de chômeurs ils vont faire? Si la situation perdure, l'économie sénégalaise sera fortement impactée avec des répercussions sur le plan social. Une visite d'une dizaine de jours au Mali. L'expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme au Mali a fait face à la presse hier pour rendre compte de la situation qui sévit actuellement au Mali. Alioune Tine demande à la CEDEAO de lever les sanctions contre ce pays, des sanctions qui ont donc impacté négativement le quotidien des Maliens, mais également les populations des pays voisins. La situation donc sécuritaire reste alarmante, constate l'expert onusian. Alioune Tine dénonce également la violation des droits humains. Le compte rendu d'Abdelaziz Sow Dabar et de Babacar Sow. La levée immédiate des sanctions contre le Mali, c'est ce que Alioune Tine recommande à la CEDEAO. On ne peut pas faire des sanctions qui sont des autopunitions et puis qui s'appliquent à des innocents. Mais en même temps aussi, nous demandons au gouvernement malien d'ouvrir le dialogue. Cette crise malienne affecte les pays voisins. Il est donc nécessaire, selon l'expert indépendant, de repenser les stratégies sécuritaires, surtout au plan régional. La crise est en train de s'étendre
vers les façades maritimes. Récemment, c'est surtout le Bénin qui a été attaqué. Vous avez le Togo, la Côte d'Ivoire, sur le Burkina Faso, et vous avez le Sénégal. Il invite également à focaliser ses stratégies sur la protection des droits fondamentaux violés au Mali. Les journalistes que nous avons rencontrés aussi, et également aussi des gens de la société civile qui ne peuvent pas exprimer, si vous voulez, un avis dissident. Nous avons quand même demandé de renforcer le débat démocratique, de renforcer la liberté de la presse. Une occasion pour Alioune Tine d'inviter les autorités maliennes à permettre l'évacuation sanitaire de l'ancien Premier ministre. L'actualité, c'est également la cellule aéroportière anti-trafic qui a donc saisi lundi dernier 3,9 kg d'héroïne pure sur une ressortissante sud-africaine arrivée à Dakar à bord d'un avion d'une compagnie aérienne étrangère. Les éléments de la cellule commandés donc par le lieutenant des douanes Boubacar Seck, ou plutôt Bokar Seck, ayant ciblé la passagère en question sur la base de l'analyse de ses documents de voyage et des incohérences dans ses déclarations et du contenu de ses bagages, ont procédé à une fouille approfondie et au passage des 10 bagages au scanner. Cette opération a permis de déceler un double fond contenant donc de la matière organique. Les agents ont découvert de la poudre blanche et des granulés qui ont été testés positifs à l'héroïne pure par le laboratoire de la police technique et scientifique. L'enquête suit son cours en parfaite synergie avec l'OCRTIS et le parquet de Mbour. Darabos, une commune du département de Guinguinéo, cette localité ne dispose toujours pas d'hôtel de ville. Pourtant, elle était donc érigée en commune depuis 5 ans. L'équipe municipale tient ses réunions dans des maisons ou dans des bâtiments donc en construction, ou plutôt construits par le maire local qui ne répond pas aux normes et l'étroitesse constitue un réel problème. Le maire a profité de son installation pour décrier cette situation et déplorer l'enclavement de la zone qui ne dispose pas de route. Alioune Kane nous en dit plus. Depuis son érection en commune, Daramos n'a pas d'hôtel de ville et le maire Mamadou Mbaye s'en désole. L'AGETIP nous a remis le document qui atteste que tout est fin prêt pour construire l'hôtel de ville, mais rien du tout jusqu'à présent. On nous parle parfois d'argent, bref, ça ne bouge pas. Ce qui n'est pas normal, puisque depuis plus de 5 ans, Daramos ne dispose pas d'hôtel de ville. On se débrouille même pour tenir des réunions. J'ai bâti ce local où nous nous trouvons actuellement, qui abrite cette cérémonie, mais il ne répond pas aux normes. Ce n'est pas du tout normal. L'enclavement pose également problème. Le maire élu pour un second mandat a été installé. Il profite de la cérémonie pour dire sa volonté de poursuivre sa politique d'adduction d'eau potable dans la commune et celle liée à la relance économique de Daramos. À présent, cap sur Mbour, installé dans ses fonctions de maire de la commune de Sindia, Thierno Diagne invite les conseillers de tous bords à faire preuve de dépassement. Selon le nouveau maire, l'heure n'est plus à la politique, mais plutôt au travail et il compte placer son quinquennat sous le signe des grands travaux. Thierno Diagne, maire de Sindia, que nous écoutons avec Alioune Badara Sonko. Aujourd'hui, il y avait 9 listes qui étaient en compétition. C'est toute la commune et les 9 listes ont été représentées au niveau du conseil, ce qui montre qu'aujourd'hui toute la population de Sindia est présente à cette conseil. Et vraiment, nous invitons les conseillers à venir travailler ensemble, main dans la main pour vraiment le développement de Sindia. Bon, nous avons battu campagne pendant 14 jours. On était sur le terrain, c'est notre deuxième mandat, on sait ce qu'on a fait et ce qu'il nous reste à faire. Nous allons continuer vraiment à développer nos actions et essayer de continuer à faire nos réalisations pour que vraiment qu'il y ait une satisfaction envers les populations. Nous avons respecté la parité depuis les listes jusqu'aux adjoints au maire. Vraiment, nous l'avons respecté à 100%. Et nous comptons le faire également dans les commissions, Inch'Allah. Et nous nous rendons à Sédhiou. La Sénélec met en œuvre la phase 2 du programme
phase, ou plutôt PAS. Une mission de la Banque mondiale qui s'est rendue à Marsassoum constate une bonne mise en œuvre du programme. Des raccordements réalisés vont permettre notamment de réduire les coûts d'exploitation, les pertes techniques, mais aussi et surtout d'améliorer les conditions de vie des populations. Boubacar Tahir Ndiaye, assistant chef de projet distribution à la Sénélec, que nous écoutons avec Ibrahim Diallo. Actuellement, on est en mission de supervision avec la Banque mondiale pour faire la supervision des projets du programme d'appui secteur de l'électricité. Donc actuellement, on est au niveau du projet appel d'offres 04-2019, intitulé raccordement de Marsassoum à partir de Tambori, raccordement de Sindian à partir de Payla. Au niveau de ce projet, nous avons eu à réaliser 103 lignes PT et 23 lignes aériennes de câbles HTA, et on a eu à poser 8 km de câbles HTA également. Actuellement, nous savons que Marsassoum était alimenté à partir d'une centrale électrique, et on sait bien que les centrales électriques, le coût d'exploitation est excessivement cher. Donc ce projet permet de réduire les coûts d'exploitation, de réduire également les pertes techniques, et dans tout pour améliorer la condition de vie de la population. Le Conseil des notables Lébou de Rufisque a désigné son nouveau Ndeye Djireu, et Elhadji Pala Mbengue succède ainsi à Feu Yabandoy. Après son intronisation, l'acteur de développement appelle à l'unité des dignitaires et une large concertation de la communauté Lébou du Cap-Vert. Outre le secteur de la santé et de l'éducation, le tout nouveau Ndeye Djireu se fixe pour priorité la restauration suivie de la réhabilitation de la grande mosquée de Keur Issouf, construite depuis 1844, la troisième donc après celle de Bandiagara et Pire, chef coutumier, autorités religieuses souhaitent donc la renaissance du Pencum Lébou pour porter la voix des Rufisquois. Le reportage de Cheikh Ahmed Yansek. Intronisé Ndeye Djireu par le Conseil notable Lébou de Rufisque, Pala Mbengue déroule sa feuille de route et se fixe des priorités dans ses missions, l'unité Lébou et la réhabilitation de la grande mosquée de Rufisque. Comme dit en wolof, borom ndombu tankay. On les appelle tous, on leur tend la main pour l'unité. La grande mosquée de Rufisque, qui date de 1844. Aujourd'hui, toutes les mosquées ont été réhabilitées, sauf le mosquée de Rufisque, qui est né avant les mosquées. Solennellement, nous demandons au président de la République de prendre en compte notre grande mosquée là et notre fierté pour la réhabilitation du grande mosquée. Pour ses pères, chefs coutumiers et autres autorités religieuses, la renaissance du Pencum Lébou avec tous ses collèges est devenue une urgence pour porter le plaidoyer de Rufisque. L'aboutissement du couronnement de M. Pala Mbengue sera dans quelques jours la mise en place de Pencum Lébou, qui sera un cadre de concertation. Après avoir prêté serment, le nouveau Ndeye Djireu de Rufisque s'est engagé à œuvrer pour renforcer le soutien à l'éducation et à la santé, au-delà de préserver et protéger le patrimoine Lébou. Merci à vous, Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Le président Macky Sall a inauguré hier le stade olympique Abdoulaye Wade de Diamniadio. Macky Sall a d'ailleurs révélé que l'international sénégalais Sadio Mané a décidé de mettre son ballon d'or africain au musée Pape Bouba Diop, situé donc à l'intérieur de la toute nouvelle infrastructure. Un geste noble donc, dont s'est réjoui le président Macky Sall, qui estime que ce nouveau joyau qu'est le stade va permettre donc de mieux préparer les Jeux olympiques prévus au Sénégal. Nous l'écoutons. Et je voudrais remercier personnellement Sadio Mané, cet enfant spécial. M'a dit, Monsieur le Président, à l'inauguration du stade, je mettrai mon ballon d'or pour ma contribution dans l'histoire du football sénégalais. Avec les Jeux olympiques de la jeunesse, que notre pays aura l'honneur d'accueillir en 2026. Une première en Afrique pour l'histoire de l'olympisme. En plus de ce joyau du Dakar Arena et de l'arène nationale de lutte, nous avons en cours la reconstitution des stades Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, Iba Mar Diop, le stade de Diourbel, le stade de Kaolack et le stade de Ziguinchor.
Exactement 7 heures passées de 16 minutes. Pape Mantembou qui s'installe pour la page de sport. L'homme de Jam City et de Dougar, bonjour. Bonjour à vous, le grand-mère, l'homme du département. Oui, alhamdoulilah, on s'est bien réveillé. Vous avez eu votre dose de café? Oui, comme d'habitude. Hein? Merci à Bijou, qui nous l'offre tous les matins. Voilà, l'actualité, c'est le stade Abdoulaye Wade qui a été inauguré hier, du spectacle, donc riche en couleurs, légende sénégalaise et africaine dos à dos. Oui, retour sur les temps forts de l'inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade. Ce nouveau joyau a refusé du monde dans une ambiance explosive. Les détails avec Sokhna Fall et El Hadji Diène. Des prestations d'artistes, l'hymne national, les discours du président du CNOS, de la CAF, de la FIFA et enfin de celui du président Macky Sall. Voilà l'entame de l'inauguration du stade baptisé Maître Abdoulaye Wade dans une ambiance festive. Le président Macky Sall et ses hôtes ont donné le coup d'envoi du match des légendes qui s'est finalement terminé par un nul, un but partout. Kalidou Fadiga sera pour l'histoire le premier buteur dans ce nouveau stade, suivi de Djedji Okocha, l'auteur du but, égalisateur. Diomassi Kamara, Diomassi avec Khalilou Fadiga. Fadiga, il a vu l'appel de Momo Dunian, la frappe de Fadiga. Le bijou signé Khalilou Fadiga.